Bonsoir tout le monde, bonsoir Agnès, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, toujours très heureuse de vous retrouver tous les soirs, enfin tous les soirs, non pas tous les soirs, n'importe quoi, le mardi soir et le vendredi soir. J'espère que tout le monde, je vous laisse le temps de vous connecter, j'ai toujours pas repris ma voix, je sais pas où elle est partie, elle reviendra bien à un moment donné. Alors ce soir, nous allons recevoir Virginie. Vous allez voir, ça va être un live où on va parler d'amour, où on va parler de voyage, où on va parler de culture. Et Virginie va nous parler de son parcours de vie, vraiment, et empreint de spiritualité, de sens, de vrai sens. Vous allez voir, elle va nous parler aussi de son livre qui est sorti aux éditions de Mindset, Namata, là où tout commence, un ouvrage fabuleux, on va en parler et de ce pas, je vais l'inviter. Bonsoir tout le monde, merci de vous connecter, ça fait toujours plaisir. Alors je cherche et elle est là. Bonsoir, bonsoir, merci de vous connecter au fur et à mesure. Je vous laisse, ça se connecte, on y arrive. J'espère que vous m'entendez bien par contre. Hello Virginie. Bonsoir, Coucou. est-ce que tu m'entends bien? Moi je t'entends bien, mais toi est-ce que tu m'entends bien? Je peux pas trop crier. Autant que faire se peut. Bon. Autant que faire se peut. Tu me comprends? Ça va, tout va bien. Autrement, je parle avec les signes, mais j'ai pas encore appris. Ça va tout bien, ça va tout bien. Bon. Alors, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et ça me tenait à cœur de te recevoir ce soir parce que avant de parler de ton livre, on va parler de toi. Qui es-tu, d'où viens-tu? Parce que tu es un réel personnage, tu as plusieurs casquettes et tu vas nous emmener dans ton histoire parce qu'elle est fabuleuse, ton histoire. Merci beaucoup en tout cas Patricia de m'avoir invitée. Moi j'étais touchée. Effectivement, donc c'est suite au livre Namata des éditions Mindset. Donc j'ai eu la chance de rencontrer et de pouvoir partager mon histoire avec Julie Dénès qui m'a dit en 48 heures, je crois qu'on avait on avait trouvé le contrat, enfin, c'était tout bon. Qui je suis? Déjà, je suis d'origine française et je vis actuellement en Suisse. Donc là, il y a à peu près 50 cm de neige. Je suis déjà dans mon chalet suisse. L'hiver a commencé bien, bien, bien. Et effectivement, je suis plusieurs casquettes comme beaucoup, beaucoup de femmes. Je suis maman, je suis femme, je suis épouse, je suis amie, je travaille aussi. J'ai une vie profane et une vie sacrée. Et les deux s'équilibrent. Alors, vie profane et vie sacrée, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, s'il te plaît? Alors, dire que la vie profane, c'est la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Donc, j'ai un travail, une voiture, j'ai une vie normale avec un chef, des collègues. Et il y a toute une partie de ma vie privée, dans la sphère privée, qui est une vie plus sacrée. Et là où, en fait, j'ai eu toute une histoire et tout un cheminement jusqu'à devenir actuellement, je suis prêtresse dans la tradition afro-brésilienne du Candomblé. Qu'est-ce qui t'a Je amené? m'appelle Yarolisha, c'est mon titre. Vraiment, on dirait D'accord, docteur. Moi, je suis Yarolisha. d'accord, ok. C'est plus joli d'ailleurs, je trouve. C'est très joli. Hein, c'est plus joli que docteur. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à te retrouver comme ça, prêtresse, à faire ce cheminement? Et j'ai même l'impression que c'est un cheminement intérieur que tu as fait durant tes voyages et où tu es tombée peut-être amoureuse de certaines cultures. Qu'est-ce qui t'a fait voyager comme ça? La première chose, ça partait d'une problématique au tout départ. J'ai eu une problématique dans ma vie qui était le problème de la transe, ce que aujourd'hui je nomme transe. Et à l'époque, il y avait, enfin, je ne savais pas nommer ça, j'avais des problématiques dans des espaces particuliers ou avec des musiques particulières, et je ne savais pas forcément bien le gérer. Là, j'ai eu la chance d'avoir un jour, je suis allée voir un médecin, je lui explique mon cas, et là, il me dit, mais madame, c'est pas la médecine, là, il faut aller ailleurs. C'est pas chez nous que ça, on traite ça. Donc, il m'a parlé de chamanisme, il m'a parlé de ce type de choses. Et la vie a fait, mais vraiment la vie a fait que la semaine suivante, après l'échange avec ce médecin, je rencontre quelqu'un. Je faisais des cours de percussion à l'époque et je rencontre un ami et je lui explique mon problème autour d'une bière parce que j'avais plus rien à perdre. Et là, il me dit, mais le problème, c'est un problème ici, mais il y a plein de traditions dans lesquelles la transe est culturelle
et c'est pas problématique, c'est même plutôt une bénédiction. Alors voilà, c'est une bénédiction, malédiction, c'est assez compliqué, ça bascule entre les deux. Mais du coup, il m'a parlé du Brésil. La première des choses qui a été, donc j'ai découvert cette culture-là un peu pas forcément par choix, mais vraiment c'était ceux qui pouvaient à ce moment-là m'accueillir. Je suis partie au Brésil et là, on m'a dit, mais en fait, tu as une compétence pour être initiée. Je pense que si j'étais partie chez les chamans, peut-être péruviens, ça aurait été potentiellement la même chose. Il y avait un potentiel et là, j'ai commencé à me faire initier et j'ai appris la transe. J'ai appris l'art de la transe. Quand on t'a dit au départ que c'était pas du domaine des médecins, ça t'a pas fait un petit peu peur de dire qu'est-ce qui m'arrive? Il y a quelque chose qui se passe. On n'est pas dans le normal, on n'est pas dans le paranormal. Est-ce que tu n'étais pas entre les deux à te dire qu'est-ce qui se passe en fait? En même temps, soulagée de ne pas avoir de diagnostic. Oui. Eh oui. En même temps. Oui. En même temps, parce que voilà, mais en même temps, il y a eu de grands questionnements et ça pousse à rechercher. Mais il y avait, parce que il y a un moment où la transe, comme on peut l'avoir dans plein de cultures, où il y a la musique, où il y a ça, où il y a une perte de contrôle de soi. Bien sûr que ça fait peur quand on ne maîtrise pas. Bien sûr que ça fait peur. Il y a le film de Corinne Sombrin là, qui est un monde plus grand, il me semble, où elle explique ce processus-là, où à un moment, elle se transforme en animal. Moi, j'ai de la chance, je ne me transforme pas en animal. Mais, voilà. Tu ne sais pas. Mais il y a quelque chose... je ne sais pas, cela dit. Mais il y a quelque chose de très proche dans le cheminement, où à un moment, il y a une problématique, où on le voit, les moments où elle est justement en train d'écouter de la musique et il se passe quelque chose au niveau du corps. Et toi, c'est ce qui se passait en fait? Ouais, moi je faisais à l'époque, alors j'adorais le djembé, j'ai fait des cours de percussion, mais je ne peux pas faire de cours de djembé. On ne me met pas dans une salle avec djembé. Alors maintenant, on pourrait un petit peu, mais pas à l'époque en tout cas. Pas à l'époque. Alors, qu'est-ce que quand tu es partie, donc tu pars au Brésil, et là, est-ce que c'est une redécouverte ou une découverte? Qu'est-ce que tu y trouves là-bas? Qu'est-ce qui fait que tu es amené à continuer ce parcours, en fait? C'est ce qui va te développer, t'ouvrir cette voie-là. Alors, la première chose qui a été faite, c'était très égoïste. Ma démarche, c'est qu'il fallait que je puisse maîtriser ça. C'était vraiment très problématique dans mon quotidien. C'était la première démarche que je voulais faire. J'arrive au Brésil, j'arrive juste sur une autre planète. Carrément. J'arrive juste sur... Voilà, j'ai atterri dans un Brésil à côté de Recife, à côté de Olinda, Recife, dans la banlieue comme ça, en bordure de favela. Donc, j'étais pas en favela, mais en même temps, on était comme ça, voilà, toute petite, à peine plus, à peine un peu plus haut. On a l'électricité, des choses comme ça, mais c'est quand même l'Amérique du Sud, c'est quand même la violence, c'est quand même quelque chose de fou. Enfin, c'est quand même une autre culture. Et là, je découvre des gens qui vivent et acceptent plusieurs réalités. Je te donne un exemple. Donc, j'avais l'équivalent d'un père spirituel, donc mon père spirituel, qui un jour va au marché, puis là, il parle avec une de ses copines, puis il dit, en brésilien, il lui dit, j'étais malade. Et je te donne un exemple, je ne sais plus quel était le nom, mais Robert, il m'a dit de boire un thé de piment et maintenant ça va mieux. Et la dame en face qui lui dit, ah ouais, d'accord, ok, le thé de piment. Ouais. Et en fait, Robert, c'est un esprit, il n'existe pas. Mais c'est ok dans les conversations sur le marché. Puis c'est ok dans le quartier, parce que les gens connaissent Robert. Voilà. Donc, là, on se dit, voilà, il y a une notion d'une autre réalité et d'accepter une autre forme de réalité invisible qui est beaucoup plus acceptée dans des continents, dans des cultures, je dirais, animistes. Je vois qu'il y a ma maman qui nous a rejoints. Je vois si je la salue bien. Ah ben tu sais, il y a tout le monde qui nous rejoint des fois. Hein. Et même la mienne, des fois, elle se perd comme ça. On la saluera au passage. Dans ce cas, Patricia, c'est important de saluer les mamans. Oui, donc tu tombes dans un univers qui est où ce que tu viens chercher est pour eux quelque chose de normal, on va dire, de quotidien, en fait.
Et là, c'est-à-dire que tu passes en France face à des tambours et que tu te mettes à danser. C'est normal. C'est une grande bénédiction. Voilà, c'est une grande bénédiction, c'est un don. Alors après, comme tout don, il faut l'apprendre. En fait. Enfin, Mozart, quand il a appris à faire du piano, il a appris. C'est pas venu comme ça par la grâce. En tout cas, donc il y a un apprentissage derrière et il y a un enseignement qui prend vraiment plusieurs années. Et qu'est-ce que tu as voulu faire de plus pour justement aller vers cet enseignement? Qui t'a initié à ça en fait? Parce que ça s'apprend, mais ça s'apprend comment? Ça paraît un petit peu. C'est pas l'école, quoi. C'est pas un cahier, on note, voilà. C'est pas Poudlard. Ouais, c'est pas. Ah, zut! C'est pas Poudlard. C'est une voie de transmission qui est déjà c'est une transmission orale. Donc effectivement, il n'y a pas de cahier, il n'y a rien. C'est une transmission par l'expérience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans les traditions afro-brésiliennes, africaines aussi, hein, et chamaniques de manière plus globale, on va expérimenter. Et c'est l'apprentissage comme ça va se faire par le rêve, par les expériences de vie, par les expériences mystiques qui vont se faire, par les rites de passage. Mais on parle très peu. Parce que nous, en Europe, là, on aime en plus après débriefer, on aime expliquer notre point de vue, faire des cercles de parole. Voilà. Voilà. Là, il y a quand même des espaces, effectivement, de dialogue, mais il y a beaucoup de silence. D'autant plus qu'il y a eu, c'était intéressant parce qu'il y a aussi tout l'apprentissage de la langue. Hein. Moi, je parlais pas portugais du Brésil, vraiment ce portugais. Donc les premières années, moi, je comprends un petit peu, mais je peux pas m'exprimer de manière élaborée. Donc mes questions doivent être simples et puis les réponses doivent être simples pour moi. Donc, et en plus, l'avantage pour moi à ce moment-là, c'était de lâcher le mental. Voilà, je pouvais pas. J'avais pas le niveau de langue pour pouvoir faire un dialogue de thèse et des courants de pensée très élaborés. Et donc là, moi, j'ai un père spirituel, donc c'est une personne qui m'a initiée, comme on va l'être dans une voie chamanique. Il y a vraiment quelqu'un qui prend la responsabilité, qui prend la responsabilité du cheminement. Et il s'appelait Pai Dijam. Et il m'a accompagnée pendant plusieurs années sur cet apprentissage-là. Donc c'est des rites avec des rites de passage, avec des offrandes, il y a tout un calendrier. C'est un enseignement qui se vit en fait, qui se ressent et qui se vit. Ouais. C'est un truc de fou ça. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a Pierre Berger qui est un penseur, enfin qui a beaucoup vécu au Brésil. Il dit mais l'Afrique ça ne s'explique pas, ça se vit. Enfin, ouais, il y a quelque chose comme ça. Vraiment, les spiritualités afro-brésiliennes ou animistes, vraiment, ont cette vision de on est dans l'expérience, on va vivre, on va sentir les divinités. Je peux expliquer, je pourrais faire une thèse sur la transe. J'arriverai jamais à faire ressentir ce que ça fait le moment où il y a plus, c'est autre chose qui se passe. Est-ce qu'à un moment donné, parce que tu es partie seule? Alors, au début, j'ai eu une personne qui m'a fait le relais. J'ai eu une personne qui m'a accompagnée. Et puis après, mes voyages se sont faits seuls. Oui, tout à fait. Et en fait, tu es partie en toute confiance finalement. Tu avais ce sentiment d'être à l'aise, parce que tu le dis, hein, au Brésil, là, c'est proche des favelas, c'est pas les endroits très rassurants. Et tu t'en vas comme ça, avec au milieu de ces gens, et tu es confiante en fait. Il y a il y a quelque chose qui se passe, il y a une symbiose. Est-ce que tu n'as pas l'impression de te reconnaître là, à travers eux en fait, à travers leur culture, leur façon de faire, ou est-ce que tu découvres autre chose, tu te découvres en fait différemment? Je pense qu'il y a une forme de découverte parce que la différence de culture est tellement énorme que là, on se découvre une autre manière. Effectivement, à un moment, il y a une déconfiance dans des personnes, dans des gens, c'est-à-dire aller dans une famille. C'était donc les terreiros, hein, les temples brésiliens, la culture qui s'appelle l'Ubanda, le Candomblé. Vous en avez plusieurs dans les quartiers, c'est dans les maisons, vous rentrez, vous êtes à l'extérieur, vous voyez rien, puis vous rentrez dans une maison et il y a un temple. Là, moi, je rentrais dans un temple, puis on est quand même en Amérique du Sud, donc j'étais dans un contexte spirituel, donc il y avait beaucoup de moments de retrait, donc
il y a des moments, hein, faut s'imaginer que vous êtes dans le pays où il y a Punta Cana, il y a Ipanema, il y a la Caipirinha, et en fait, on passe une semaine isolé dans une pièce avec une toute petite meurtrière. Par exemple, c'est des rites de passage qui sont pas forcément cool, puis on y va pour ça. Et effectivement, on était dans une énergie quand même de spirituelle, donc il y avait, je suis jamais sortie boire de l'alcool au Brésil, il y a toujours un cheminement. Puis quand je suis au Brésil, j'ai la tenue traditionnelle, donc il y a pas de, il y a déjà une distance. Enfin, les gens vont pas m'aborder comme si j'étais une touriste. Ouais. Et tu es aussi, est-ce que tu es coupé de la modernité, c'est-à-dire que tu te retrouves dans des endroits rustiques, en fait. Et est-ce que ça, et je pense que c'est peut-être important justement pour se retrouver et être coupé de tout, pour rentrer vraiment en introspection sur soi-même, en fait. J'ai l'impression que c'est bénéfique, tout ça. Tu es vraiment coupé de tout, en fait. Alors, il y a quelque chose comme ça. Alors aujourd'hui, on est coupé de tout, mais on a le Wi-Fi. Ouais. Même en Afrique, c'est toujours très particulier. Le terreiro où j'étais n'était pas forcément un terreiro, tu vois, en pleine forêt amazonienne. Hein. On était quand même en banlieue de Pile. C'est pas les grands immeubles, les grandes cités qu'il y avait brésiliennes. On était vraiment pas loin de la nature, mais j'étais pas en pleine forêt amazonienne. Ça c'est autre chose. L'isolement, il se fait dans il y a toujours un peu des pièces comme ça, des pièces rituelles, hein, des pièces spécifiques, plus sombres. Donc il y a un isolement qui se fait. L'isolement, il se fait par la langue, hein, Ouais. quand on est seul, qu'on n'a pas parfaitement le langage, il y a une forme d'isolement, il y a besoin de digérer, il y a besoin de comprendre, même quand on revient, il y a besoin d'accepter ce qui a été vécu, hein, qui est vraiment atterrir sur une autre planète. Hein, vraiment, des fois, ça fait ça. Oui, et là, dans le silence, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, Ouais. dans le silence, il y a des choses. C'est ce que je voulais te dire, c'est que tu dis qu'il y a pas la langue, donc finalement, on arrive à se comprendre sans parler la même langue. Et je crois est-ce que ça passe par le regard aussi, par les gestes, par ce que l'on est, par ce que l'on transmet aussi du corps, en fait. Cette énergie, peut-être, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Ouais, donc j'ai appris hein, après le brésilien évidemment, mais je me souviens du second voyage que j'ai fait. Donc je ne comprenais encore pas grand-chose. Vraiment là, j'avais des balbutiements, mais j'avais vraiment pas grand-chose. Et donc il y a des rites, il y a des gens qui dansent un moment. Et je me souviens d'une chose, parce qu'à un moment on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Et à un moment, voilà, qu'est-ce que je fais là? Et là, je me souviens d'un moment, mais c'est ce que j'appelle des moments de grâce, hein, ça a duré 30 secondes, hein, mais il y a un homme qui part en transe. Et il arrive vers moi, donc il y a beaucoup de monde, hein, c'est des cérémonies, il y a beaucoup de monde. Il m'attrape dans la foule et il me prend. Donc en transe, ça veut dire qu'il est incorporé par une divinité, hein, une entité. Et il me prend dans les bras. Et là, je me sens envahie d'une énergie d'amour vraiment exceptionnel. Donc un moment de grâce. Hein, là, il se passe quelque chose au-delà de soi. Et là, on se dit, mais c'est pour ça que je suis venue, pour ces 30 secondes-là, en fait. Ah ouais. C'est ça. une révélation, quelque part. Ouais, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a une révélation où nous, tu vois, on va regarder les divinités, on va regarder Dieu qui est très loin dans le ciel, il va être dans les églises, il va être comme ça, Jésus, il est sur sa croix, Ouais. comme ça. Ça, c'est une vision. Hein, c'est une représentation. Eh oui. C'est une représentation qui est commune chez nous, en tout cas dans la foi catholique. Et là, tu as une foi qui est vivante et où tu as des véritables manifestations. C'est-à-dire que la transe, tu vois la personne qui n'est plus là et il y a autre chose qui se passe chez l'autre personne. Et ça, tu peux le voir. Tu vois la manifestation. En Afrique, tu vois les manifestations. Et là, tu vois cette autre réalité. Est-ce que ça fait pas un peu penser à tout ce qui est vaudou, les trucs comme ça? Parce que ça fait peur aujourd'hui. Enfin, quand on parle de vaudou, c'est pour les gens, c'est sorcellerie, c'est quelque chose de néfaste, de négatif. Or là, toi, tu vas comprendre finalement que c'est pas ça en fait, c'est pas réellement ça. Ouais. Non, alors c'est une excellente question, Patricia, parce que
aujourd'hui, on va dire, et on va regarder, et toi et moi, on est blanches, hein, et moi aussi. Oui, oui, là c'est la lumière, hein, mais on est blanche. On est blanc, tu vois, je sais pas, vraiment, tout bas, hein, Ouais. on dit en Afrique. Et on a notre culture derrière qui, malheureusement, et avec toute l'horreur qui c'est, qui encore emprunte une vision colonialiste. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, qui est encore le fruit de le vaudou, une culture, une spiritualité, une religion est réduite à la poupée avec les aiguilles. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, tout à fait. C'est ça. Et en fait, quand à un moment on porte un tout petit peu de regard, on prend le recul, Ouais. on va rencontrer des gens, on va les voir, on va rencontrer une culture, une religion en lien avec la nature, et on va pouvoir rencontrer des personnes qui vont faire un travail fantastique de reconnaissance, de soins, des gens qui vont travailler avec les plantes, d'autres qui vont travailler d'autres types de médecine. Donc c'est un véritable univers que nous on réduit à la poupée et les aiguilles. S'il y a un objectif dans ce livre-là, c'est d'arriver à dire, moi, à mes pères, de dire, mais regardons l'Afrique, regardons les spiritualités africaines euh, avec un petit peu d'humilité, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie richesse et il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup Oui, de choses à apprendre. Ouais. c'est vrai. Et puis ça, c'est le bien. C'est pas du duel. C'est pas, c'est du bien. C'est vraiment du bien. Tout ce que tu apportes. Et c'est pour ça que tu as eu cette envie d'écrire ce livre. Parce qu'on va y arriver à ce livre parce que Ouais. c'est quelque chose qui est, ce livre, moi, il m'a bouleversée. Je te l'avais dit, mais il m'a bouleversée, mais dans tous les sens. De la première. Alors, il est en 2 parties. Vraiment, je vous invite à le lire parce que c'est quelque chose où ça nous fait comprendre. Vraiment, c'est bien distinct. Et en même temps, les 2 parties se rejoignent tellement. C'est tellement fort en amour. Moi, j'ai ressenti ça, en fait. J'ai ressenti beaucoup d'amour dans ce livre, bien que la première partie, ça parle de la traite négrière, donc ça peut être. Moi, il m'a fait pleurer. La première partie m'a fait pleurer vraiment parce que il y a cette femme esclave qui va pas se poser tant de questions que ça en fait. Là où elle est, elle va là où on la met, où on la pose, on la prend d'un endroit et qui va arriver à vivre une histoire d'amour et une belle vie et qui va s'octroyer ces moments grâce à la transe justement, ces moments où ils vont se retrouver tous ensemble et se libérer peut-être de plein de choses. Ça, c'est cette première partie. Et la deuxième partie où tu racontes ton histoire et on se dit pourquoi ces 2 parties, mais en fait, elles se ressemblent et elles se rassemblent. C'est ça qui t'a donné envie de. Est-ce que tu peux nous parler de ce magnifique livre? C'est un ouvrage merveilleux, Namata, là où tout commence. Et j'ai envie de dire, oui, ça commence quand vous ouvrez le livre. C'est là où ça commence pour vous, parce que c'est vraiment un livre empreint de spiritualité, de voyage, c'est un parcours, mais un parcours aussi dur que magnifique. Merci déjà. Merci de l'avoir écrit. Merci beaucoup. Vraiment, il y avait quelque chose de l'ordre de livre qui me tournait autour. Il y avait cette énergie-là. Et au début, il y a quelque chose de type, je vais écrire ma bio. Ouais. Il y a quelque chose un peu, je savais pas trop ce que j'allais en faire. Je me dis, quand même, j'ai un peu un parcours un peu atypique. Il y a quand même des choses un petit peu particulières dans ma vie. Et je voulais témoigner de ça. Et un jour, donc, je finis cette partie qui est une rédaction classique, hein, d'une biographie, d'un ouvrage d'écriture. Il y a des chapitres. Voilà. Ça, c'était un travail d'écriture classique. Et un jour, je me pose en fait sur mon canapé et je commence à écrire. Donc j'écris à la main. Hein, parce que ouais. je ne sais pas Respect. écrire des livres je sais pas faire ordinateur. Ça. Voilà. Donc j'écris à la main. Après, il faut tout retaper. Donc et je commence à écrire et je suis Namata. Et là, évidemment, femme de trans que je suis, médium aussi. Et en fait, j'entends. Et j'entends. Et là, j'écris. Et j'écris. C'est fabuleux. Et j'écris ce qu'on me retransmet. J'écris cette histoire de cette femme qui s'appelle Namata. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je m'arrêtais parce que après, il y a la vie, il y a manger. Il faut dire, attends, on s'arrête, on reprend. J'ai écrit à peu près pendant un mois. J'ai fait un petit tas de feuilles. Et là, j'ai dit, je fais quoi de ça? Je fais quoi de cette histoire? Et
et il y a vraiment, c'était pas du tout un travail d'écriture classique. C'est-à-dire, je m'arrêtais d'un chapitre, je ne savais pas ce qui allait se passer après. C'est pas du tout comme ça qu'on écrit un livre. Normalement, on a une trame, des histoires, il y a toute Il une y a un petit structure. plan, quoi. On Là, a un petit plan dans il y a la un petit tête. plan. Voilà, là, j'écris tout d'une traite. Ce que je fais, je le tape et je le fais lire à quelqu'un. Il me dit, mais tu en penses quoi? Et la dame a eu la même réaction que toi. Elle me dit, mais j'ai pleuré. Elle me dit, j'ai pleuré. Ouais. Et je dis, il y a peut-être quelque chose dans ce livre quand même. Il y a quelque chose, en tout cas, moi qui m'a émue, il y avait un vrai message derrière. Et à un moment, on est là, mais c'est une imbrication totale, effectivement, entre les deux histoires. Parce que je crois que j'espère hein, qu'il y a dans ce livre un dépassement de la couleur de peau. Quoi. Mais complètement, tu peux y aller. Oui, oui, voilà. mais vraiment, moi, il m'a vraiment bouleversée. Hein. Et quand tu dis que tu as écrit cette première partie en écriture automatique, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, donc forcément. Mais je me dis, forcément, t'as pas inventé cette histoire. C'est assez magique en fait. Hein. C'est magique. Cette histoire, elle est bouleversante. Et en même temps, dans cette première partie où elle se retrouve, Namata, elle se retrouve dans un lieu, elle ne sait pas où elle est, on l'a enlevée d'un endroit. Et là, les esclaves, hein, c'est des esclaves comme elle, les hommes ont le même prénom, les femmes ont le même prénom. Il n'y a pas d'identité propre, ils arrivent à se reconnaître. Et là, tu te poses des questions quand même, tu te dis finalement, est-ce qu'on a réellement besoin d'avoir ces différences dans nos façons de nous habiller, dans nos façons de parler, dans nos façons de nous appeler, parce qu'ils se retrouvent, ils se reconnaissent et ils s'aiment. Tu vois, en fait, dans ton livre, il y a beaucoup de messages à en tirer. Mais vraiment. Et ça, tu vois, il y a des choses comme ça qui ressortent. Et finalement, tu te dis, à la fin du livre, tu te dis, on se casse la tête pour rien. On se pose trop de questions. Namata, elle s'en pose pas, elle. Et elle vit. Tu vois. Et toi, tu arrives en deuxième partie avec toute cette cohésion, c'est une évidence. Tu racontes ton histoire d'amour, d'amour, de mixité, un mariage mixte, mais qui est fabuleux. Ah oui, parce que je suis burkinabé aussi, mais ça ne se voit pas, mais je suis aussi. Mais effectivement, il y a ça aussi dans mon quotidien. Le couple interculturel, hein, vraiment quotidien, c'est une histoire d'amour profonde. J'ai cette chance dans cette vie-là d'avoir. Cette histoire d'amour que tu as vécue, il y a eu une période comment on dit, de séparation, on va dire comme ça. Oui. Mais peut-être que par la distance, pas par le cœur, parce que en fait vous vous retrouvez après, et là c'est une évidence. C'est incroyable. Oui. Je t'assure, c'est incroyable. Et tu racontes après tes périodes de transe qui rebasculent dans la période de transe de Namata, avec certaines choses il y a vraiment un lien, quoi, un lien profond, et c'est incroyable. Ouais. Là, il y a quelque chose, effectivement, quand tu dis sur Namata, à un moment, il y a quelque chose de naïf. Hein. Et quand j'ai écrit, il y avait. Donc, moi, j'étais plongée dans des choses. Par exemple, il y a une chose que j'ai découverte, c'est à un moment, il y a une scène où elle est dans la cale du bateau. Hein, et j'entends je ne sais pas comment dire, mais j'entends des bruits sourds sur la coque. Et là, je ne comprends pas ce que c'est. Qu'en fait, je ne sais pas comment dire, mais il y a un truc de bruit sourd le long de la coque. Et là, j'ai fait des recherches. Je me dis, mais c'est quoi ces trucs il y a une sorte de enfin, il y a un truc. Et là, je découvre en faisant de la recherche qu'en fait, les bateaux négriers, à force de jeter des corps, avaient changé le comportement des requins. Et en fait, les requins vivaient autour des bateaux négriers. Donc, effectivement, ils pouvaient cogner un petit peu les coques comme ça. Et ça, quand tu le découvres après, tu dis, parce qu'il y a quelque chose de terrifiant dans cette ambiance-là, et que tu découvres après, tu dis, mais quelle horreur, l'horreur de la déshumanisation la plus totale, on arrive à modifier le comportement d'un animal parce que ça a duré longtemps, parce qu'il y a eu énormément de morts. Et là, on est face à l'inhumain. Donc, c'est ça, hein, Namata, elle vit la déshumanisation la plus totale, de la traite négrière, donc la traite de l'homme par l'homme, l'homme avec le grand H. Et derrière, c'est comment on survit. Puis la question, c'est ça, c'est comment on reste vivant et comment on reste debout et comment on reste digne, en fait. Et on ne se fait pas
réduire à la condition d'animal. Et le refus total, comme je dis, à un moment, ils ont tous le même prénom sur l'exploitation, et eux, c'est pas possible. Il y a quelque chose derrière, il y a une culture commune, il y a un langage commun qui se crée, et une solidarité, puis quelque chose de plus, plus métissé que ce qu'on imaginait aussi des exploitations uniquement africaines. Il y avait aussi des autochtones, il y avait ce brassage-là. Il y avait ce brassage-là. Et comment, à un moment, j'ai aimé ce passage où elle explique il n'y avait pas de barreau, en fait. Ils pouvaient s'évader. Oui. Et elle explique pourquoi ils ne s'évadent pas. Oui. Ouais, et ouais. ça, c'est terrible. C'est terrible et en même temps, c'est fort. C'est tellement fort et tellement beau. Moi, je vais rechialer si j'en parle. Mais non, parce que ça te met, comme je te dis, ça te met dans le questionnement vraiment. Parce que, bon, on n'a pas besoin, on va dire, ouais, mais t'es extrême là quand même. Non, on n'a pas besoin de vivre ça mais on a besoin de lire ce que tu as écrit pour comprendre qu'aujourd'hui, on bascule, on a une bascule dans une modernité, dans quelque chose où les gens sont assistés, trop assistés. Ils passent à côté de plein de choses. Et Namata, elle fait remettre les choses dans l'ordre. Et toi, tu arrives aussi en deuxième partie où tu remets aussi les choses dans l'ordre. Parce que ces périodes de transe, en fait, alors on va peut-être pas, tout le monde n'a pas peut-être besoin de se mettre dans ces périodes-là, mais on a vraiment besoin de ces périodes où on est dans notre bulle, où on crée notre petit monde pour relativiser et pour se remettre face à la vie réelle, en fait. Je crois que là, on est dans un monde où on est un peu perdu face à tout. On parle de Covid, on parle de virus, on parle de tout ça, et on est enfermé là-dedans. Moi, franchement, j'arrive à m'octroyer ces moments et à ne pas parler de tout ça, à m'enlever, tu vois, de la tête tout ça et à vivre. Parce qu'il ne faut pas passer à côté de tout ça. Moi, ce livre, il est important dans tous les sens du terme. Mais vraiment, et quand on sait que tu as écrit cette première partie en écriture automatique, tu ne peux pas inventer des choses pareilles. Non, parce que je suis pas auteur en fait. C'est ça, c'est pas mon métier en fait. C'est pas mon métier, c'est exactement ça. C'est vraiment, c'est ça. Je suis pas Éric Emmanuel Schmitt. À un moment, il est parti et ce livre, il a une vie. Ah ouais. Il a une vie au-delà de moi. Il est vraiment, vraiment. J'aime beaucoup cette notion que tu dis, Patricia, de dire on doit revenir à un essentiel, et l'invitation dans cet ouvrage, c'est dire dans ce monde où on a accès à tout. On a le chauffage, il est là. On a mangé de partout. On a tout. Et il nous manque quelque chose qui est de l'ordre du sacré, et de remettre du sacré. Il y a une invitation de cet ordre-là, de dire il y a aucun prosélytisme dans cet ouvrage, il y a vraiment une ouverture complète sur quel que soit le chemin. Moi, je partage le mien, mais évidemment, tout un chacun a le sien. Ça peut être lié à la nature, ça peut être d'abord un chemin religieux, d'abord une spiritualité plus large, bouddhiste, qu'importe. Mais à un moment, il y a des moments de reliance à plus grand que soi. Il y a un moment de reconnexion au sacré. Il y a ce moment d'essentiel où dans cette société de consommation, vraiment, il y a plus important que d'avoir la dernière collection de chez Maman, ou d'avoir la dernière voiture, ou il y a plus important que ça. Oui, parce que tu te dis Namata qui vivait avec rien, qui arrivait à être heureuse avec rien. Aujourd'hui, on est dans un monde où si demain, je le souhaite pas, mais bon, tout s'arrête. Les gens, ils savent plus vivre. Ouais. C'est ça. Tu vois. On n'a plus de smartphone et ça devient compliqué. Ils savent plus sourire. Ils savent plus. Déjà, ils ont du mal à sourire. Mais non, c'est vrai. Et tu te dis, non, ce livre, il te remet sur les rails. Je dis pas que voilà, allez-y, faites de la transe pour aller. Non, c'est pas ça. C'est que je pense qu'il faut savoir d'où l'on vient, qui l'on veut être et où on veut aller. Mais vraiment, pas de dire, je sais que je suis née parce que mes parents m'ont fait naître, je sais qui je suis parce que je porte un nom, un prénom, j'ai tel âge, nanana, et je sais où je veux aller parce que je fais telle profession. Non. Qui l'on est vraiment, qui l'on veut être vraiment et où on veut vraiment aller, mais à l'intérieur. Moi, ce livre, il m'a remué les tripes parce que je suis déjà dans ce cheminement-là. Donc, mais je me suis dit, waouh, quelqu'un qui me comprend.
Tu vois ce que Il y je a, veux il y a dire? quelque chose qui s'appelle du pèlerinage intérieur. Des fois, Ouais, j'utilise ce mot, le pèlerinage intérieur. T'as pas besoin là, il s'avère que j'ai voyagé, mais il n'y a pas forcément besoin. Hein. L'avenir fait qu'on va moins voyager. Hein. Faut quand même, je crois qu'on est mhm, assez clair sur le monde qu'on avait avant. Là, c'est fini. On ouais, va vivre, on va évoluer différemment et on va créer. Et moi, j'ai fondamentalement foi sur le fait que on va se regrouper. On va essayer de se reconnecter d'un point de vue local. Et là, on a besoin de joie, quoi. On a ouais. besoin juste le gouvernail, là. C'est la joie, c'est aller danser, c'est justement là, le fait de. Il y a des tambours, on y va, on va. Tu vois, typiquement, la jeunesse qui va remettre du sens, hein, qui va dans les rêves ou les choses comme ça. Mais c'est la quête du rite, c'est la quête de la transe. C'est parce qu'on n'en a plus ça naturellement dans notre société, parce qu'il n'y a plus de rite de passage. On va du coup avoir, mais c'est cette musique hein, qui t'amène dans un état second. Mais il faut ramener ça aussi dans le quotidien, et il faut qu'on ramène ça en famille, il faut qu'on ramène ça et dans une culture avec ouais, une musique. Il y a aussi une musique rituelle, hein, c'est très spécifique. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a mon balafon là sur le côté. Derrière toi, ouais. Voilà, Ah on est ouais, sur waouh. voilà, un instrument qui est sacré en soi, qui a une véritable âme en soi. Oui, il faut qu'il y ait à la limite, alors je vais dire un objet comme un instrument de musique qui relie les gens en fait. Un instrument, une musique, quelque chose qui fait que les gens ne se posent pas de questions. Ils sont ensemble pour voilà pour partager sans se poser de questions, comme Namata en fait. On se pose pas de questions et Ouais, on vit. ouais, Ouais, mais tu as tout ouais. à fait raison. Hein. On l'a vu pendant le confinement, la frustration de ne pas pouvoir aller prendre un apéro, quoi. C'est juste. Et puis d'arriver, d'être contraint dans des petits groupes. Enfin, nous, on a eu de la chance, moi j'ai de la chance de vivre en nature, on peut vite sortir, hein, mais il y a besoin, on est des êtres grégaires, on a besoin d'être en communauté, on a besoin d'être dans notre groupe, on a besoin d'appartenance, on a besoin de jouer ensemble, de, on a besoin que notre communauté témoigne quand on est enceinte, quand on se Mm. marie, quand il y a Ouais. tous ces passages, il y a besoin de ce témoignage-là. Qu'est-ce que tu peux nous Il y a dire besoin de sur, célébrer. sur, sur cet amour que tu as eu avec ton mari? Euh, Mhm. j'ai l'impression que c'est une boucle. Et tu as fermé enfin pas fermé la boucle parce que je pense que tu as encore des choses à faire et à dire et à exprimer. Mais il y avait cette connexion qui était encore plus forte dans cette pseudo-différence. Moi, je vais dire pseudo-différence parce que pour moi, Ouais, voilà. C'était quelque chose ouais. d'important, cette mixité aussi. Oui, oui, c'est quelque chose d'important, puis c'est quelque chose, alors pour le coup, qui est pas, qui est encore compliqué à vivre aujourd'hui, hein, Ouais. pas très clair. Mm, Hein. Un couple mixte, on est regardé dans la rue, hein, mm. quand même, c'est encore particulier, encore aujourd'hui. Euh, J'aime bien parce qu'on s'est retrouvés au bout de 7 ans, quasiment, jour pour jour, vraiment, 7 ans. Donc c'est un cycle, 7 ans. Donc effectivement, il y a une première rencontre, il y a le cœur qui bat, il y a plein de choses, et après on revient, donc j'étais en voyage, je reviens, et là il y a juste la réalité des papiers, il y a juste ça, il y a juste l'argent qu'il faut avoir à disposition. Enfin, comme j'explique, hein, c'était en 2012, donc j'habitais en Suisse à l'époque, hein, on me demandait d'avoir l'équivalent de 20 000 euros sur un compte, je ne les avais pas. Enfin, c'est des choses comme ça, à un moment on revient, on a le cœur déchiré, et il y a effectivement, et je peux le comprendre, hein, les peurs de la famille, les peurs de l'entourage, cette peur-là autour. Et ben, à l'époque, j'avais 27 ans, quelque chose comme ça, puis c'était pas possible. J'avais pas les épaules pour. Simplement, hein, j'avais pas les épaules pour ça. Si j'avais pas les épaules pour Et ça. comment tu as fait? Parce Et que, ça, c'est ouais, quelque. Ouais. J'ai souffert et j'ai dû stopper. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit, ma maman? c'est Excuse-moi, il y a juste mon parce qu'il fait ouais, ah ouais, c'est 1,92 m. ça. En fait, il met 1m92 quand on nous regarde dans la rue. Effectivement, je fais 1m56. Il y a peut-être aussi la différence de taille. Toi aussi. Merci pour ce complément d'info, maman. Euh, Il y, a, il y a- il y a un moment où il faut couper. Mais vraiment, j'ai coupé à l'intérieur de moi. J'ai coupé l'Afrique. J'ai coupé beaucoup de choses parce que j'arrivais plus à rester en lien. Là, c'est ouvert la voie du Brésil. Hein. Il y a eu tout ce chemin parce que c'est quand j'ai fermé, là, il y a eu une chose qui s'est passée.
Et un jour, il dit, mais non, j'y vais, j'y retourne. Et on a refait le lien comme ça. Bah, aussi que j'explique dans le rêve, hein, dans le livre, c'est par un rêve. Il y a quelque chose, un moment c'est un lapsus. Très fort. C'est un lapsus, tout à fait. Dire qu'on ne se rencontre pas. Il y a un contact qui se fait avec l'autre réalité dans laquelle je peux être connectée. Et là, il y a un truc qui se fait et qui nous remet en lien. Et dès qu'on a été de nouveau en lien, c'était reparti. Comme dit ma maman, tu as coupé et pleuré. Oui, j'ai pleuré beaucoup, c'est comme ça. Ça a été ça, parce qu'il n'y avait pas les épaules. Et à un moment, il y a eu vraiment quelque chose de dire, même si je me plante, j'y vais. Et je me souviens que je parlais avec une amie, je dis, mais je fais quoi? Et elle me dit, elle était célibataire depuis de nombreuses années, mais elle me dit, mais tu sais, moi, si j'avais droit à 6 mois d'amour, là, j'irais. Et en fait, t'es là, ouais, en fait. Et oui, et on peut souffrir. L'amour, c'est ça, on peut souffrir. Et il y a des couples interculturels qui marchent, il y en a d'autres qui ne marchent pas. Il y a effectivement toutes sortes d'histoires, mais comme on l'a dans les couples classiques, il ne faut pas oublier que, en tout cas, les statistiques suisses montrent que les couples interculturels tiennent beaucoup plus longtemps que les couples suisses. Hein. Donc, finalement, il y a plein d'idées reçues. Il y a des histoires catastrophiques qui découragent, bien sûr. Bien sûr, il y a des histoires administratives derrière. Et un jour, je me suis dit, on y va, on se lance, avec cette fois-ci vraiment l'engagement de dire, quand un est en Europe et l'autre sur un continent du Sud, la porte d'entrée, c'est le mariage. Et ça, c'est une sacrée étape de dire, c'est pas que le couple va se rencontrer, qu'il y a un aboutissement qui est le mariage. Pour pouvoir vous rencontrer, vous allez vous marier et vous allez vous rencontrer après. C'est aussi magnifique parce que moi, je trouve que c'est beau justement, complètement à contresens de notre société, où aujourd'hui, mon mari, c'est mon mari et on doit faire avec, en fait. Quand ça ne va pas, en fait, on fait avec. Il n'y a pas de je vais peut-être me séparer, c'est on va faire ensemble, on va y aller. C'est comme ça, on doit trouver des solutions. C'est peut-être un moment, tu étais prête à ce moment-là, tu n'étais pas prête 7 ans avant, quoi. Il y avait un truc de préparation. Mais comme tu dis, il fallait se marier, c'est beau et en même temps, ça peut être violent, quelque part. Parce que c'est peut-être aussi, suivant la personne, je te parle pas de toi, mais l'agresser en lui disant, si vous voulez vivre cette histoire, il faut le mariage. Ça peut être une agression, quelque part. Toi, tu l'as vécu comme quelque chose de, allez, c'est parti, il faut le faire. Ouais. Non, je l'ai vécu comme quelque chose de dur quand même. Ah ouais, c'est dur quand même. C'est quelque chose que l'État te dit, tu veux, et on t'impose et on t'impose un délai, t'impose une date de mariage. Hein. C'est quelque chose qui est hyper dur à vivre. Et aller à l'état civil dire, j'aimerais déposer une date de mariage. Bien, super, mesdames. La nationalité de votre mari, burkinabé, là, c'est burkinabé. Alors, il va falloir une liste de papiers longs comme le bras. Et je l'explique dans le livre, tout ce processus intérieur, cette difficulté, la difficulté face au papier. Et j'ai une grande chance, c'est qu'on a pu se retrouver au bout de 9 mois. Voilà. Moi, je ne pouvais pas y aller les papiers. 9 mois, et encore, c'était un des dossiers les plus rapides qu'il y a eu sur les 5 dernières années. Donc, voilà, parce que j'ai appelé tous les jours, parce que j'étais derrière. Mais non, c'est difficile. Puis ça, vraiment, je crois que je le partage aussi. Ça, j'ai trouvé pas humain. Ça, c'est quelque chose qui est hyper compliqué. J'allais te dire. Et qui est de l'ordre de... Ouais, c'est pas humain. Parce que c'est pas la préparation. C'est pas la préparation d'un mariage. On t'impose quelque chose et on te l'impose sans détour, quoi. C'est comme ça. C'est pas tiens, je vais me préparer ça, je vais faire ci. Non. Oui, je comprends la violence du moment et puis de pas vivre cette histoire, en fait, cette préparation. Ouais. T'as envie de la préparer à deux, en fait, de faire quelque chose de... Et là, c'est pas du tout ça. Il y a l'administratif qui prend le dessus. Au départ, il y a ça. Il y a vraiment cette partie-là. Et à un moment, tu dis, mais laissez-nous 1 an, laissez-nous 2 ans. Et là, ils vous donnent 90 jours, enfin 90 jours. C'est tellement rapide. Même, moi, je trouve compliqué parce que même pour la personne qui vient et qui... Enfin, faut s'imaginer, évidemment, il y a le fantasme de... il nous tombera à l'ambassade. C'est pas faux. Il y a eu quelques petits scandales, ça a fini à l'ambassade. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment de dire, voilà, en fait, même pour la personne qui arrive et qui se déracine de sa famille, qui doit trouver...
il n'y a même pas le temps d'apprécier et de dire j'aime le pays ou pas en 90 jours, c'est pas possible. Puis moi, je trouverais beaucoup plus correct qu'on dise, bah, écoutez, on te laisse 1 an et demi, tu vois, après, tu essayes de trouver du travail. Ça, c'est un délai où il y a un temps. Voilà. C'est pas, voilà. Ça, moi, alors, il y a une critique hein, de cette pression. Je sais qu'il y a des débordements, je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a des mariages blancs, je sais qu'il y a un business malheureusement derrière, il y a toutes sortes d'arnaques. Malheureusement, quand on s'aime, c'est vraiment dur. Ouais, mais là, tu vois, tu regroupes un peu tout, les mariages blancs, ces arnaques, et puis on regroupe aussi le vaudou, comme quoi il y a beaucoup de préjugés sur tout, sur le vaudou, sur tout ça. C'est vrai que Ouais. c'est compliqué, et en même temps, j'ai envie de te dire, finalement, euh, ça met vraiment un point d'honneur à votre amour, en fait. C'est l'amour véritable. Voilà. C'est peut-être pas Ouais. celui enfin peut-être pas celui qu'on rêve quelque part de construire tranquillement, parce que là ça a été peut-être précipité par rapport au mariage, parce que vous avez eu 7 ans quand même pour y réfléchir, on va pas déconner. Bah, on a quand même cette distance, hein. Ouais, On a été un petit peu en lien, mais on n'en a pas parlé pendant 7 ans, hein. Voilà, puis avec des moments où on pouvait faire une année sans se joindre. Mais je vois qu'il y a une association Yoruba qui nous regroupe. Ça, je pense que c'est très chouette. En tout cas, j'avais vu que c'était une association qui faisait des promotions des cultures béninoises, hein, nigériennes, l'ethnie des Yoruba. Et les Yoruba, c'est aussi ceux qui ont été énormément déportés au Brésil. Donc, bienvenue. En tout cas, pour revenir à cette histoire de mariage, effectivement, il y a ça, il y a une critique de la société, il y a une critique de la pression derrière, il y a une critique du regard des couples mixtes, et derrière, il y a juste l'amour, et puis l'amour, il ne choisit pas, il n'a pas de couleur, il est bleu, c'est juste de personne à personne. Il se trouve que moi, je suis blanche, je suis noire, mais qu'importe, on fera des enfants mélangés. oh, c'est beau, c'est les plus beaux en plus je trouve. C'est une curiosité, qu'est-ce qu'on se dit quand on se retrouve 7 ans après? Où on se dit rien parce que c'est l'évidence, comme si ces 7 années, bah finalement l'absence, elle n'était pas si marquée que ça. On reprend le cours comme quand on s'était quitté ou pas du tout? Ouais. C'est intéressant parce que dans les histoires à distance, et là je pense que tous les couples à distance vont pouvoir se retrouver, à la différence, c'est donc on a décidé et on a des longs mois sans se voir. Et aujourd'hui, avec la technologie, c'est qu'on a pu, pendant des mois et des mois, pendant plus de 9 mois, passer entre 30 minutes et 1 heure tous les jours au téléphone, dont le seul échange est verbal. Il n'y a pas de physique, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de ça. Il y a, viens, on se découvre. C'est beau ça. Et viens, et ça c'est la richesse du couple à distance, c'est-à-dire il n'y a pas de couple proche où tu passes 9 mois, de nos jours, hein, où on ne fait plus la cour, où on fait plus, voilà, on va vivre, où on va au cinéma, où on va au restaurant, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Il y a toi et moi, on se regarde et on doit trouver des sujets de conversation pour parler et on doit échanger, on doit expliquer qui on est, et ça, c'est une richesse vraiment importante, c'est une richesse importante parce que ça crée des fondations solides. Oui, parce qu'aujourd'hui, excuse-moi, mais on s'envoie des textos, on se voit, on saute dessus et allez, c'est pas pareil. On se Tinder, on se follow, je sais pas, on se like et on se like voilà, pas, mais c'est vrai que ça enlève quand même. Franchement, enfin, moi ça me surprend toujours. Alors peut-être que je suis vieux jeu, mais il n'y a pas cette découverte de l'autre, quoi. Je veux dire, ils ont l'impression quand ils se rendent compte de tout connaître, en fait ils connaissent rien du tout et ils se lassent très très vite. Non, je pense que cette approche-là, on se fait la cour quelque part. On reprend les trucs, ouais, on se séduit différemment, mais on se séduit vraiment. Ah ouais, ouais. Non, c'est chouette, je trouve. Et lui, en fait, ouais. Et après, il faut arriver, c'est 1 heure par jour, et après on passe dans la vraie vie aussi. Hein, ouais, c'est ça. Un passage qui est particulier, parce que on se voyait que 1 heure par jour, donc on pouvait avoir, il y a plein de choses, et puis après il y a l'accompagnement de la personne quelle que soit la culture, quand on quitte un continent comme ça, on est sur une autre planète, il y a tout l'accompagnement, la patience, le dialogue, tout ce qui peut choquer vraiment, et le dialogue est essentiel. Pour dire, mais, parce qu'il y a des choses qui choquent des deux côtés. En fait. C'est la question que je voulais t'amener, comment lui, il a vécu ce choc de culture,
cette façon de passer d'un endroit à l'autre comme ça, où ça a été perturbant aussi, hein, puisque le mariage s'est pas fait peut-être de la façon traditionnelle, comme on peut l'entendre, comme on veut l'entendre en fait. Comment ça s'est passé pour lui, cette adaptation? Parce que je pense que c'est de l'adaptation. C'est difficile d'en parler pour lui, il faudrait presque faire une interview avec lui. Ah ouais. Je crois qu'il faut du temps. Ouais. Il faut vraiment il faut du temps il faut accepter aussi. Enfin, le racisme est toujours là, le regard est toujours là, c'est pas simple. Il faut beaucoup faut essayer de trouver sa place, vouloir essayer de s'intégrer. Là, moi, j'ai vraiment la chance, il a très vite trouvé un travail, créé sa vie avec ses collègues, trouvé quelque chose qu'il aimait, ce qui était aussi pas facile. Je crois que le plus dur, je pense qu'il dirait, c'est le foie. Je pense. Ouais. C'est le foie. Ouais. En tout cas, écoute, on a presque fait 1 heure, Virginie. Et puis moi, je t'écouterai encore des heures parler parce que j'adore. En tout cas, moi, je te remercie vraiment. Je te remercie pour ce moment qu'on a passé ensemble. Je te remercie pour ce livre, donc paru aux éditions Mindset, Namata, là où tout commence. Vous pouvez aller directement sur le site Mindset et après il est dispo dans toutes les plateformes, hein, je pense. Oui, maintenant il est. Puis il a eu son permis. Mon père, effectivement, maman, il a eu son permis. Ça change la vie. Amazon, je crois que la Fnac, ça arrive bientôt si mes souvenirs sont bons. On a oui, et le livre qu'il est en version digitale et en version livre imprimé. Donc si vous savez pas quoi faire comme cadeau de Noël, ça c'est un super cadeau, vraiment. Vraiment. Ouais. En tout cas, hors des sentiers battus là, pour les personnes qui ont besoin d'ouvrir l'esprit. Oui, je crois que tu sais, on pourrait le distribuer, hein, parce que tu pourrais peut-être l'envoyer à l'Élysée. C'est ça. Il y aurait du boulot. Ouais, oui, un peu de partout, il y aurait du boulot, ça c'est sûr. En tout cas, je te remercie vraiment. J'espère qu'on va rester en lien parce que j'ai encore envie de beaucoup parler avec toi. Je sais pas si c'est très français, mais on s'en fout. J'ai vraiment envie de discuter encore avec toi sur ces sujets-là parce que tu m'amènes à une autre façon de voir les choses et la vie et ça me plaît beaucoup en tout cas. On pourrait regarder une interview couple mixte, couple interculturel. Ah mais ouais, mais complètement. Mais j'adorerais, franchement, j'adorerais. Mais on va s'appeler, hein? On va s'appeler. Mais en tout cas, merci pour ton invitation. Merci vraiment, vraiment beaucoup. Merci pour cette lecture de livre. Merci pour ce temps de parole. C'est aussi effectivement un grand plaisir. Merci aussi pour toutes les vidéos que tu fais, aussi des témoignages. Ah, c'est gentil. Des parcours aussi compliqués, qui traversent le handicap, qui traversent une autre forme de différence. Et ça, je ne peux que te féliciter pour ce travail-là. Merci beaucoup. Et au-dessus de toi, il te remercie, ça c'est sûr. Ah, écoute, je vais t'appeler bientôt, toi. Je vais t'appeler bientôt. En tout cas, merci. Passe de bonnes fêtes de fin d'année. Mais je pense qu'on s'appellera juste avant Noël, peut-être. Comme ça, on se donnera des nouvelles. Et prends soin de toi et de ta petite famille, en tout cas. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci. Gros bisous. Merci ciao, ma belle. Ciao. Voilà, le live se termine, un super live. Regardez-le si vous êtes venu en cours de live, vous allez voir, c'est un personnage fabuleux, Virginie. C'est un personnage vraiment qui raconte des belles choses. Je vous redis son livre Namata, là où tout commence. Je vous assure, aux éditions Mindset. Si vous avez des cadeaux à faire, vous ne savez pas trop un livre, ça fait toujours plaisir. Allez sur le site Mindset Édition parce que vous avez des auteurs fabuleux, franchement. Des auteurs avec des histoires incroyables, vraiment. C'est une maison d'édition qui sort de l'ordinaire. Namata, là où tout commence, c'est un livre de révélation. Vous allez voir, c'est un livre touchant. C'est un livre qui fait couler les larmes, mais dans le bon sens, parce que il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et voilà. Sylvie, c'est touchant votre échange. Ouais, moi j'adore. J'ai vraiment adoré et je l'écouterai parler longtemps. En tout cas, ça fait du bien d'avoir des personnes comme ça qui ne regardent pas juste une personne par ce qu'elle représente à l'extérieur, mais par ce qu'elle représente à l'intérieur. Pensez-y parce qu'on fait beaucoup de jugements comme ça au premier abord, pardon, et c'est pas forcément les bons jugements. Donc c'est une autre façon de se reconnecter à l'autre et puis apprenez à vous reconnecter à vous-même d'abord, ça serait déjà bien. Et puis souriez.
Parce que c'est hyper important de sourire. Et d'ailleurs, regardez, j'ai retrouvé ma voix. J'espère qu'elle va pas partir d'ici là, mais bon, c'est pas grave. Donc nous, on se retrouve en tout cas vendredi avec aussi un témoignage, vous allez voir, fort, avec Yolande qui va nous parler de Maxence. Maxence, en fait, qui est né Clara. On va parler de transidentité, on va parler de livres aussi, et on va parler d'un parcours bouleversant, mais d'une maman qui est hors norme. Vraiment hors norme. Je vous embrasse tous, passez une bonne soirée, prenez soin de vous et on se retrouve vendredi 18h30 pour un live fabuleux encore une fois. Merci à vous, bonne soirée, au revoir.